Un père millionnaire veuf arrive tôt à son manoir et tombe sur une scène qui le fait pleurer. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend vraiment un enfant heureux? Est-ce que des jouets coûteux, des vacances luxueuses ou une maison aussi grande qu'un château? Peut-être que ce sont là les choses qui comptent pour les adultes. Mais pour un enfant, le bonheur vient souvent de choses beaucoup plus simples, comme préparer un gâteau avec sa maman ou recevoir un câlin juste au moment où il en a le plus besoin. Nous vivons dans un monde obsédé par la réussite matérielle. Nous travaillons plus dur, gagnons plus d'argent, juste pour offrir le meilleur à nos enfants. Mais parfois, ce dont un enfant a le plus besoin ne s'achète pas. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme qui croyait autrefois avoir tout: la célébrité, la fortune, la maison de ses rêves. Mais après une tragédie soudaine, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, surtout lorsqu'il a croisé le regard triste de ses deux jeunes enfants. Il a tout essayé pour ramener la joie dans leur vie. Des jouets au thérapeute, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où une femme discrète est entrée dans leur vie. Une femme qui n'avait rien à offrir, si ce n'est ses mains travailleuses, son cœur chaleureux et un passé que personne ne remarquait. Elle n'était ni médecin, ni psychologue, ni même nounou professionnel. Mais en un seul après-midi, elle a réussi à faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire pendant des mois. Elle a redonné le sourire à ses enfants. David Miller avait 44 ans. C'était un architecte renommé basé à Seattle. Il possédait un cabinet d'architecture réputé, spécialisé dans les projets résidentiels haut de gamme, et avait été nommé parmi les 10 architectes les plus influents des États-Unis par le magazine Modern Architecture Today. Il vivait dans une propriété de près de 930 mètres carrés à Queen Anne, avec une vue imprenable sur la baie d'Elliott. Sa maison avait tout ce dont les gens rêvaient: une salle de cinéma privée, une cuisine gastronomique, une salle de jeu pour les enfants, une bibliothèque sur 2 étages et des jardins dignes d'un magazine de décoration. Aux yeux du monde extérieur, David était l'incarnation même du succès, et il l'avait été autrefois. David avait rencontré Caroline, sa femme, à l'université. Elle était une pianiste douée, douce, terre à terre, avec un amour profond pour les choses simples. Caroline était le cœur de la famille, celle qui rappelait à David que les cadeaux contiennent plus que les possessions matérielles. Ils se sont mariés vers 25 ans et ont eu 2 enfants, Lucas et Emma. Leur vie semblait presque parfaite jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux d'automne change tout. Caroline rentrait de la classe de danse classique d'Emma quand l'accident s'est produit. Un camion a perdu le contrôle à un carrefour du centre-ville et a percuté sa voiture de plein fouet. Emma s'en est sortie avec quelques égratignures. Mais Caroline n'a pas survécu. David a perdu sa femme. Lucas et Emma ont perdu leur mère en un instant. Les semaines qui ont suivi les funérailles ont été floues. La maison était silencieuse. Personne ne parlait. Personne ne pleurait à voix haute. Seul un silence lourd et insupportable régnait dans l'air. David se souvient à peine comment il a traversé ses premiers jours. Chaque matin, il se réveillait dans le lit vide à côté du sien et sentait quelque chose se briser dans sa poitrine. Luca, autrefois extraverti et bavard, s'enfermait désormais dans sa chambre toute la journée, collé à sa tablette, coupé du monde. Emma, âgée de seulement 5 ans, pleurait la nuit, refusait de manger, refusait de jouer. Elle s'accrochait à sa vieille poupée, le dernier cadeau que sa mère lui avait offert. David a fait tout ce qu'il pensait être juste. Il les a emmenés chez des psychologues pour enfants, payant 300 $ par séance. Il a engagé des nounous hautement qualifiés, diplômés en développement de l'enfant. Il a rempli la maison de jouets, de châteaux gonflables, de poupées interactives, de sets Lego personnalisés et même d'une mini-borne d'arcade. Mais rien n'y faisait. Luca a commencé à perdre du poids. Emma ne parlait presque plus. Au dîner, David s'asseyait seul dans une cuisine froide, tandis que ses enfants poussaient leur assiette et s'éloignaient. Il se sentait impuissant. Un homme capable de négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, de concevoir des maisons de rêve pour l'élite, mais incapable de faire sourire ses propres enfants. Pire encore, il a commencé à se déconnecter. Son chagrin est devenu une excuse pour se plonger dans le travail. Il quittait la maison à 6 heures du matin et rentrait tard le soir. Les week-ends, autrefois remplis de petits déjeuners avec des crêpes et de sorties au parc, étaient désormais étrangement silencieux. La maison qui rayonnait autrefois de chaleur ressemblait désormais à un mausolée.
Le piano à queue de Caroline restait inutilisé, couvert de poussière. La salle de jeu des enfants résonnait de leur absence, et David se noyait dans une solitude qui ne faisait que s'accentuer avec le temps. Il commença à se demander, suis-je un bon père ou simplement un homme riche qui ne sait pas l'aimer? La réponse allait venir, mais pas d'un thérapeute, d'un médecin ou d'un expert en éducation parentale. Rosa Alvarez entra discrètement dans la maison des Miller. Il n'y eut ni invitation spéciale, ni longue entrevue. Elle avait été envoyée par une agence de nettoyage à laquelle David avait déjà fait appel pour son bureau. La maison étant devenue plus en désordre et plus négligée qu'il ne pouvait le supporter, il a demandé des services d'entretien ménager. C'est ainsi que Rosa s'est présentée un lundi matin à 8 heures pile. Dès leur première rencontre, David ne lui a guère prêté attention. Elle était petite, avec des cheveux noirs attachés en arrière par une barrette en plastique, vêtue d'un uniforme bleu marine délavé, chaussée de vieilles chaussures souples et portant un sac en toile usé rempli de fournitures. Elle lui a adressé un sourire poli lorsque David lui a simplement dit « Vous pouvez commencer par le rez-de-chaussée. La cuisine est la priorité. » Il ne lui a pas demandé son nom, ne s'est pas soucié de savoir d'où elle venait. Il voulait juste que quelqu'un range la maison pour lui donner un petit sentiment de contrôle dans un monde qui s'était effondré. Ce que David ne savait pas, c'est que cette femme dont il avait à peine remarqué le nom allait discrètement devenir la personne la plus importante de leur vie. Rosa avait 41 ans. Elle était immigrée du Mexique. Elle vivait dans un quartier modeste à la périphérie de Tacoma, à près d'une heure de route du centre de Seattle. Chaque matin, elle se réveillait à 5 heures, préparait le petit déjeuner pour ses deux fils adolescents et sa fille aînée, qui travaillait de nuit comme infirmière. Puis elle prenait le premier bus pour se rendre en ville. Mais ce que personne dans la famille Miller, ni même à l'agence, ne savait, c'est que Rosa avait été enseignante. Au Mexique, elle avait obtenu un diplôme en éducation préscolaire et avait enseigné pendant près de 10 ans à des élèves du primaire avant que la vie ne l'oblige à quitter la salle de classe. Son mari avait disparu soudainement, la laissant seule avec 3 enfants et une montagne de dettes impayées. Elle n'avait eu d'autre choix que de quitter son pays natal et de venir aux États-Unis. Sans diplôme reconnu, elle acceptait tous les emplois qu'elle trouvait. Ménage, plonge, serveuse, babysitting, tout pour nourrir sa famille et envoyer ses enfants à l'école. Mais quel que soit son travail, Rosa n'oubliait jamais qui elle était. Une mère, une enseignante, quelqu'un qui comprenait que pour vraiment s'occuper des autres, il n'y avait pas besoin de diplôme, mais seulement d'être présent, d'avoir de la patience et un cœur assez grand. Lors de ses premiers jours chez les Miller, Rosa restait silencieuse et observatrice. Elle a vu Luca traverser les couloirs sans lever les yeux, rivés à son écran. Elle a vu Emma assise à la table de la cuisine, fixant d'un regard vide son petit déjeuner intact. Elle a entendu les dîners, calmes, sans joie, où seul le bruit des couverts tapotant la porcelaine se faisait entendre. Ce qui a le plus frappé Rosa, c'est ce qui manquait. Il n'y avait pas d'odeur de pâtisserie, pas de rire, pas d'histoire de famille, mais il y avait des photos. Sur le piano à queue trônait un portrait de famille encadré, une femme blonde, Caroline souriant joyeusement avec Lucas et Emma dans ses bras, David debout à côté d'elle, son bras autour de ses épaules. La chaleur de cette image était indéniable et désormais douloureusement absente. Rosa nettoya comme on le lui avait demandé, mais elle remarqua plus que de la poussière et des miettes. Elle remarqua des chemises froissées qui n'avaient pas été pliées, des poupées abandonnées dans la chambre d'Emma, des livres pour enfants qui prenaient de la poussière. Elle comprit que cette maison n'était pas seulement sale, elle était en train de mourir. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas parce que David était un mauvais père. Ce n'était pas parce que les enfants étaient difficiles, c'était parce que personne n'avait vraiment reconnu leur chagrin. Rosa ne parlait pas de son passé. Elle ne ressentait pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle croyait que pour vraiment l'écouter, il ne fallait pas de mots, mais du temps. Elle continua donc à faire son travail en silence. Jusqu'au jour où, alors qu'elle essuyait les comptoirs, elle entendit quelque chose dans la pièce voisine. Des pleurs. Emma pleurait. À cet instant, Rosa sut qu'elle ne pouvait plus se contenter d'être la femme de ménage, car un cœur qui comprend la douleur ne peut ignorer les pleurs d'un enfant en deuil. Ce jour-là, une pluie fine tombait doucement sur le ciel gris de Seattle. Rosa était en train d'essuyer les comptoirs de la cuisine lorsqu'elle entendit de légers sanglots provenant du petit salon où Emma jouait habituellement seule.
Elle s'approcha doucement de la porte et vit la petite fille assise en tailleur sur le sol, serrant contre elle sa poupée usée, celle que Caroline lui avait offerte. Emma pleurait, mais pas bruyamment. C'étaient des pleurs silencieux et intenses. Des larmes coulèrent sur ses joues en silence. Sur le sol gisait un dessin froissé. Un gâteau recouvert de chocolat avec 3 bonhommes allumettes, probablement censés représenter sa mère et ses 2 enfants. Rosa s'arrêta. Elle ne voulait pas s'immiscer, mais son cœur la poussait à s'approcher. « Emma » murmura Rosa doucement. « Que dessines-tu » La fillette ne répondit pas, se contentant de serrer sa poupée plus fort contre elle. Mais après quelques instants, Emma parla, la voix tremblante. « Le gâteau au chocolat de maman me manque, celui avec le visage souriant. Elle me laissait verser la pâte. Je l'ai renversée partout, mais elle ne s'est pas fâchée. » Rosa posa une main réconfortante sur son dos. Pas de questions, pas de platitude apaisante, juste sa présence. Un instant plus tard, Emma murmura. « Personne ne fait plus ce gâteau. Personne ne se souvient comment le faire. » Rosa répondit doucement, d'une voix chaleureuse. « Eh bien, tu pourrais peut-être me dire à quoi il ressemblait, et nous pourrions essayer de le refaire. » Et pour la première fois depuis des mois, Emma a parlé librement de sa mère. Elle a décrit comment elle mélangeait la pâte avec une cuillère en bois, comment Caroline décorait le gâteau avec des visages souriants en crème fouettée. Comment ils chantaient « Joyeux anniversaire », même quand ce n'était l'anniversaire de personne, juste pour s'amuser. Lucas, qui venait de rentrer de l'école, est entré dans la cuisine et a vu Emma parler à Rosa, les yeux brillants tandis qu'elle se souvenait. Il s'est arrêté, ne sachant pas s'il devait rester. Mais Rosa lui sourit et lui demanda « Lucas, tu aidais aussi ta maman à faire des gâteaux ?» Une question simple, sans pitié, sans ton thérapeutique, sans pression pour passer à autre chose, juste une curiosité sincère. Il acquiesça. « Je roulais les truffes au chocolat, mais j'en mangeais plus que je n'en roulais. » Rosa vit un petit sourire sur le visage de Lucas, le premier sourire qu'elle lui voyait. Elle proposa gentiment « Et si on essayait de faire un gâteau aujourd'hui, pas exactement le même que celui de ta maman? Celui-là est spécial, mais un gâteau à nous. On peut même lui donner un nom. » Emma la regarda, pleine d'espoir. « Je peux verser la pâte? » Rosa rit doucement. « Bien sûr, et si on en renverse, on en fera un autre. » Lucas tira une chaise. « Je peux aider pour le four. » Et tout à coup, un après-midi ordinaire se transforma en quelque chose de complètement différent. Rosa sortit son vieux tablier imprimé de citron de son sac. Elle entendit un petit à Emma et un autre à Lucas, ceux que ses propres enfants avaient portés des années auparavant. Ils se mirent au travail. Emma cassa les œufs de manière désordonnée. Lucas mesura mal le sucre. La farine se retrouva par terre, dans leurs cheveux et même sur le nez de Rosa. Mais au lieu de les gronder, Rosa rit. Elle leur raconta la fois où son plus jeune fils avait fait un gâteau sans sucre et où toute la famille avait fait semblant de le trouver délicieux. Pendant que le gâteau cuisait, ils attendirent tous les 3 à la table de la cuisine. Emma, les cheveux en bataille, les yeux brillants, interrogea Rosa sur son enfance, la cuisine de sa mère et ses souvenirs amusants. Lucas resta collé à la vitre du four, regardant le gâteau lever comme s'il renfermait un secret. Une fois cuit, une odeur chaude de chocolat emplit la maison, une odeur qu'elle n'avait pas connue depuis si longtemps. Rosa le sortit délicatement et Emma dessina un smiley sur le dessus avec de la crème fouettée. Ils le coupèrent ensemble. 3 assiettes, 3 cuillères. Emma prit une bouchée, regarda Rosa les yeux brillants. « Ce n'est pas comme celui de maman, mais c'est quand même très bon. » Lucas acquiesça. « Je pense que maman aurait aimé. » Et pour la première fois depuis le décès de Caroline, les 2 enfants rirent, non pas parce qu'on leur avait demandé de le faire, mais parce que quelque chose au plus profond d'eux avait été touché. Ce soir-là, lorsque David entra dans la maison, il s'arrêta à la porte de la cuisine. Il vit ses enfants assis à table, le visage barbouillé de glaçage, Rosa debout à côté, souriant tandis qu'Emma racontait une blague sur leur gâteau bancal. À ce moment-là, pour la première fois depuis des mois, David entendit quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. Des rires qui ne provenaient pas d'une thérapie ni d'un luxe, mais d'un simple gâteau et d'une femme au cœur rempli d'amour. Quelque chose de chaud remua dans sa poitrine.
Il eut l'impression qu'une partie de lui-même, quelque chose qui était mort avec Carolyn, se réveillait doucement pour la première fois depuis des mois. Son cœur battit un peu plus fort. Depuis cet après-midi passé à cuisiner, quelque chose avait changé dans la maison des Miller. Personne n'en parlait ouvertement. Il n'y avait pas de conversation formelle, pas de questions posées. Mais tout le monde pouvait le sentir. Quelque chose de doux, de chaleureux s'était ouvert, comme la première lueur après une longue tempête grise. Le lendemain, Emma est allée à l'école avec ses nattes, tenant fièrement un cahier et disant à son professeur, « Hier, nous avons fait un gâteau souriant avec mademoiselle Rosa. » Luca, autrefois collé à sa tablette, a commencé à descendre pour dîner ailleurs. Il a même dit, « J'ai lu que tamiser la farine aide à la pâte. Mademoiselle Rosa, c'est tout. » Rosa arrivait toujours à 8 heures pile, mais désormais, au lieu de se contenter de faire le ménage, elle était entraînée dans la cuisine par Emma, consultée par Luca pour les décisions culinaires et, plus important encore, écoutée. David remarquait le changement de plus en plus clairement chaque jour. Au début, il pensait que c'était temporaire. Les enfants sont fascinés par la nouveauté. Mais une semaine passa, puis deux, et chaque jour, le lien entre ses enfants et cette femme qui, quelques semaines auparavant, était invisible, se renforçait. Et David, il se rendit compte qu'il changeait lui aussi. Ce samedi soir-là, pour la première fois depuis des mois, il s'assit à table avec ses enfants. Personne ne le lui avait demandé, mais lorsqu'il entendit Emma glousser dans la cuisine et vit Lucas mettre la table, il eut envie d'être là. Rosa servit une soupe de légumes chaude qu'ils avaient préparée ensemble. Emma remplit les bols. Lucas avait fait du pain à l'ail. La table sentait bon la vraie cuisine. Il y avait de la conversation. Il y avait des regards échangés, des sourires partagés. David mangea en silence, mais c'était un silence différent, paisible, pas pesant. Il leva les yeux et croisa le regard de Rosa, doux et calme, et pour la première fois, il la vit vraiment. Pas comme une employée, pas seulement comme la femme de ménage, Tabra, mais comme la femme qui faisait battre le cœur de cette maison. Mais tout le monde n'était pas satisfait de ce changement. Sarah, leur nounou actuelle, commença à sentir son rôle lui échapper. Elle remarqua que les enfants écoutaient davantage Rosa. Emma la suivait partout. Lucas s'opposa aux séances de développement émotionnel mises en place par Sarah. Un après-midi, voyant Rosa et Emma couper des fruits ensemble, Sarah intervint d'une voix sévère. « Emma, tu n'es pas censée être dans la cuisine avec mademoiselle Rosa. Ce n'est pas son travail. » Emma ne répondit pas. Elle se pencha simplement vers Rosa. Lucas, depuis le couloir, dit « Mais nous voulons être ici. C'est mieux ici. » Sarah ne dit rien de plus. Le lendemain, elle remit sa démission, invoquant un environnement de travail inadapté. David lut la lettre et ne fut pas surpris. Il avait déjà compris, avec son regard de père, que ses enfants avaient choisi Rosa. Pas à travers leurs mots, mais à la façon dont ils se rapprochaient d'elle, lui faisaient une confiance, riant avec elle, et au fond, David savait qu'il comptait lui aussi sur elle. Le lendemain matin, Rosa entra dans la cuisine et trouva David déjà assis à table. Il lui tendit une tasse de café et lui dit doucement, « Merci Rosa, vous avez fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Vous avez redonné le sourire à mes enfants. » Rosa esquissa un petit sourire. Elle n'avait pas besoin d'éloge, mais elle comprenait le poids de ses mots. David poursuivit, « Je sais que cela ne fait pas partie de vos attributions, mais si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous continuiez à le faire. Pas seulement pour faire le ménage, mais pour être là en tant que personne en qui ils ont confiance. » Rosa marqua une pause, non pas parce qu'elle était indécise, mais parce qu'elle était émue. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Ils sont encore très fragiles. » David acquiesça. « Moi aussi. C'est peut-être pour cela que j'ai besoin de vous ici. » Elle le regarda et ne vit plus dans ses yeux un père brisé. Elle vit un homme qui essayait de se relever. Pas seulement pour ses enfants, mais pour lui-même. À partir de ce moment, Rosa sut qu'elle n'était plus seulement la femme de ménage. Elle était devenue la gardienne du cœur d'une famille qui réapprenait à respirer petit à petit. Un mois après cet après-midi passé à faire des gâteaux, Rosa décida d'emmener ses enfants chez David, une façon discrète de rendre la chaleur que sa famille avait témoignée à la sienne. Elle en parla à David un matin et il acquiesça sans hésiter. Ce samedi après-midi-là, Matteo, le fils de 14 ans de Rose,
est venu avec un ballon de football et une petite enceinte Bluetooth. Mariana, l'aînée, étudiante en soins infirmiers, a apporté le pain aux bananes fait maison de sa mère. Dès leur rencontre, les enfants se sont entendus comme des amis de longue date. Matteo et Luca jouaient au ballon depuis moins de 5 minutes et s'appelaient déjà « mon frère ». Emma, quant à elle, entraîna Mariana dans le salon pour jouer à l'hôpital des animaux avec toutes ses peluches. Rosa sourit avec la joie tranquille d'une mère en voyant quelque chose de sacré commencer à se former. Depuis le patio, David observait en silence. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu ces bruits, ces courses, ces voix excitées, ces rires spontanés. Cela le ramenait à l'époque où Caroline était encore là, où la maison était vraiment vivante. Ce soir-là, après le départ des enfants de Rose, David demanda à Luca « Tu as aimé les enfants de Rose ?» Luca acquiesça fermement. « Oui, Matteo est comme un vrai frère. » Emma ajouta « Et Mariana me brosse les cheveux comme maman le faisait. » David serra doucement l'épaule de sa fille. Il n'avait pas besoin d'en demander plus. Quelque chose avait changé. Doucement, tranquillement, mais profondément. Après ce jour-là, David a commencé à rentrer plus tôt à la maison. Il a annulé ses réunions du soir et a mis son téléphone en mode silencieux pendant le dîner. Il n'a jamais dit pourquoi à Miss Eden, mais Rosa savait que c'était pour les enfants et peut-être aussi pour lui-même. Le dîner n'était plus une formalité. Chacun avait un rôle à jouer. Luca cuisinait le riz. Emma choisissait les serviettes. Rosa assaisonnait les plats. David dressait la table. Ils travaillaient en équipe sans que personne ne dirige, mais unis par leur présence. Un week-end, Rosa a proposé une idée. Et si chaque dimanche, nous cuisinions quelque chose que Caroline aimait, comme un dîner souvenir? Les yeux d'Emma se sont illuminés. Préparons sa soupe au potiron, celle pour les jours froids, a ajouté Lucas, et le sandwich au fromage fondu qu'elle faisait quand j'étais malade. David a acquiescé, la poitrine remplie de chaleur. Il ne craignait plus les souvenirs de Caroline. Il avait appris à les toucher, non pas pour la remplacer, mais pour perpétuer l'amour qu'elle avait commencé. Chaque semaine apportait un nouveau plat, une nouvelle histoire. Emma dessinait les menus. Lucas créa un tableau d'évaluation des repas. Rosa partagea des recettes similaires du Mexique. Et David, l'homme qui se sentait autrefois étranger dans sa propre maison, s'asseyait désormais à table, écoutait, souriait et ressentait quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, un sentiment d'appartenance. Un jour, David visita le chantier d'un nouveau centre communautaire dans le cadre d'un projet financé par son entreprise pour les quartiers défavorisés. En examinant les plans de l'espace réservé aux enfants, il a soudain pensé à Rosa, non pas parce qu'elle était architecte, mais parce qu'elle comprenait les enfants avec le cœur d'une mère, d'une enseignante et de quelqu'un qui avait connu la douleur et avait contribué à l'atténuer. Ce soir-là, après le dîner, David s'est assis à côté de Rosa. « J'aimerais te demander quelque chose. Cela n'a rien à voir avec ton travail habituel. » Rosa a levé les yeux, curieuse. « Je construis un centre communautaire. Je veux un espace pour les enfants, pas seulement pour apprendre à lire, mais pour apprendre la vie. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne cela profondément. » Rosa se pencha légèrement en arrière, surprise. « Je ne suis qu'une mère. » David sourit. « Non, tu es la femme qui a aidé 2 enfants brisés à sourire à nouveau. Tu as reconstruit cette maison, non pas avec des briques, mais avec de l'amour. Je voudrais t'inviter à diriger le programme éducatif. » Le silence envahit la pièce pendant quelques secondes. Rosa posa une main sur son cœur, non par peur, mais par admiration. « Croyez-vous vraiment que je puisse faire cela? » David acquiesça. « Je ne crois pas seulement. J'en suis sûr. » Rosa ne répondit pas tout de suite, mais le sourire tranquille qui se dessina sur son visage, doux, honnête et sincère, était le plus beau « oui » qu'elle pouvait donner. Et à partir de ce moment, quelque chose d'autre commença à fleurir. Pas seulement dans un foyer, mais dans toute une communauté. Un espace où l'amour et la guérison se transmettraient d'une personne à l'autre. Le temps passa tranquillement. Grâce aux repas partagés, au dimanche matin tranquille et au rire des enfants dans le jardin, la maison de David ne reprit pas seulement vie. Elle devint un endroit où les gens avaient envie de revenir. Et avec cette guérison vint autre chose, quelque chose qui grandissait tranquillement en David. Il ne pouvait pas dire exactement quand il avait commencé à voir Rosa différemment. Peut-être était-ce la façon dont elle attachait les cheveux d'Emma
avec le même ruban que Caroline utilisait autrefois. Ou ce matin où il l'avait trouvé en train de lire un livre pour enfants en espagnol à Luca dans la cuisine, sa voix douce comme le vent. Ou peut-être la première fois qu'il l'avait entendu rire vraiment, sans retenue et joyeusement, quand Emma avait étalé du glaçage sur sa joue. David croyait autrefois que son cœur ne pourrait plus jamais aimer. Après Caroline, il l'avait scellé. Mais Rosa n'avait pas frappé à la porte de son cœur avec des gestes grandioses. Elle était venue avec patience, avec une gentillesse tranquille, avec un amour si doux qu'il ne demandait rien en retour. Et il avait compris qu'il n'était pas tombé amoureux de Rosa parce qu'elle lui rappelait Caroline. Il était tombé amoureux d'elle non pas parce qu'elle essayait de combler un vide, mais parce qu'elle l'honorait. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Elle était simplement Rosa, et cela suffisait. Rosa sentait aussi le changement, même si elle essayait de ne pas y penser. Elle ne laissait jamais son esprit s'égarer trop loin. David était son employeur, un homme qui avait autrefois aimé profondément et perdu. Et elle n'était qu'une femme qui avait été abandonnée, qui nettoyait des sols pour élever 3 enfants. De quel droit pouvait-elle imaginer plus? Mais malgré tout, les gestes de David faisaient battre son cœur d'une manière inhabituelle. Un jour de pluie, il lui tendit un manteau épais qui avait appartenu à Caroline. Elle le portait pour accompagner Emma à l'école, dit-il. Mais maintenant, il était peut-être temps que quelqu'un d'autre s'en serve pour se tenir au chaud. Rosa tint le manteau sans voix. Une autre fois, lorsqu'elle eut un rhume, David lui prépara lui-même une soupe. Il ne dit pas grand-chose, la posa simplement sur sa table de chevet et partit. Mais elle vit dans son attention discrète, dans la façon dont il ferma doucement la porte derrière lui, qu'il commençait à ressentir quelque chose de plus profond. Leur affection n'était pas exprimée à voix haute. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de roses, pas de rendez-vous. Elle s'exprimait dans des gestes discrets. Un regard qui s'attardait plus longtemps que d'habitude. Un silence qui rassurait. Un dîner côte à côte, les mains ne se touchant pas, mais les cœurs déjà unis. Les enfants le remarquèrent les premiers. Papa regarde Mel Rosa comme les papas dans les films. Luca taquina pendant le dîner. Emma ajouta, « Si Mademoiselle Rosa était vraiment notre maman, je serais tellement heureuse. » David sourit. Rosa rougit. Aucun des deux ne le nia. Car ils savaient tous deux que si cet amour était réel, il grandirait naturellement en temps voulu. Pendant ce temps, le projet du centre communautaire fleurissait. Sous la direction de Rose, l'espace réservé aux enfants devint plus qu'une simple salle de classe. Il est devenu un sanctuaire pour les enfants au cœur meurtri. Elle a embauché des mères célibataires, d'anciennes enseignantes, des femmes qui avaient été négligées. Elle leur a donné un but. Et David, qui croyait autrefois que construire signifiait utiliser de l'acier et du verre, comprenait désormais que construire une communauté, c'était construire un lieu où les cœurs pouvaient guérir. Un soir, après une longue réunion, David et Rosa rentrèrent ensemble à pied. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers les arbres. David s'arrêta et la regarda. « Vraiment? Regarde. Tu ne penses pas que notre rencontre était peut-être pas un hasard? » Rosa pencha la tête. « Tu penses que c'était le destin? » Il acquiesça. « Je pense que certaines personnes apparaissent dans notre vie pour ne plus jamais la quitter. » Ils restèrent ainsi là. Le monde autour d'eux était calme, et pour la première fois, David lui prit la main qui avait tenu ses enfants, qui avait porté son chagrin et qui tenait désormais son cœur. Luca et Emma retournèrent à l'école complètement transformés. Ils ne se cachaient plus, n'étaient plus calmes ou renfermés. Ils étaient confiants, joyeux, vivants. Lucas rejoignit le journal de l'école. Emma s'inscrivit à l'équipe de danse, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage d'essayer auparavant. Leurs professeurs furent étonnés de cette transformation. L'un d'eux demanda à Luca ce qui avait changé et celui-ci se contenta de sourire, parce que maintenant, j'ai un vrai foyer où retourner. Ce foyer était désormais rempli non seulement de rire, mais aussi de paix. Rosa n'était plus Mademoiselle Rosa ou l'aide ménagère. Elle était devenue le cœur de la maison. David sentait sa vie se remplir à nouveau, petit à petit. Il rentrait plus tôt à la maison. Il aidait Emma à faire ses devoirs, écoutait Luca parler de l'école, et certains soirs, les moments les plus calmes et les plus sacrés étaient passés à côté de Rosa dans la cuisine, tous deux lisant, sans parler, mais pleinement connectés.
Par un après-midi d'automne frais, David avait prévu quelque chose de spécial. Il appela les enfants dans le jardin, sous le vieil érable que Caroline avait tant aimé. Sur une petite table en bois se trouvait une théière chaude, des biscuits faits maison par Rosa et une petite boîte en velours. Rosa sortit en dernier, les mains encore couvertes de farine, les cheveux lâchement attachés en arrière. Elle avait l'air surprise. « Que se passe-t-il? » demanda-t-elle. David s'avança et lui prit doucement la main. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui fait un foyer. Est-ce 4 murs, un nom de famille commun, une table pour les repas? » Il sourit doucement. « Pour moi, c'était la première fois que je te voyais essuyer les larmes d'Emma. Écouter Luca parler de sa mère. Entraîner Matteo, serrer Mariana dans tes bras comme si c'était ta propre fille. Tu n'as jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Tu es simplement apparu, et grâce à cela, tu nous as guéris. » Puis David s'agenouilla lentement. Rosa eut le souffle coupé et porta les mains à sa bouche. Les enfants retinrent leur souffle jusqu'à ce qu'Emma s'écrie. « Papa fait sa demande. » David rit doucement, puis sortit la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. Rien de tape à l'œil, juste pleine de sens. « Rosa, dit-il, la voix légèrement tremblante, « je ne veux pas que tu restes à mes côtés. Je veux que tu marches avec moi, que tu te réveilles à mes côtés chaque matin, que tu sois la femme que ces enfants appellent déjà maman. Non pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce que leur cœur t'a choisi. » Il leva les yeux, le regard franc et sincère. « Veux-tu m'épouser? » Rosa avait déjà commencé à pleurer, non pas de peur, mais de joie. Elle acquiesça une fois, puis une seconde fois, plus fermement. David glissa la bague à son doigt et Luca la serra fort dans ses bras. « Bienvenue, deuxième maman. » Emma lui prit la main et lui sourit. « Je t'appelle maman dans mon cœur depuis longtemps. Je ne l'avais simplement pas dit à voix haute. » Matteo se tenait debout, souriant, silencieux, mais ses yeux brillaient de fierté. Un mois plus tard, Rosa et ses enfants emménagèrent officiellement. La maison fut réorganisée, non pas en un espace partagé, mais en une vie partagée. Luca et Matteo devinrent inséparables. Emma et Mariana cuisinaient ensemble, dansaient et partageaient des secrets de sœurs. David et Rosa, comme toujours, restaient simples, mais leurs regards parlaient d'amour, d'appartenance, d'éternité. Dans la cuisine, Rosa accrocha une petite plaque en bois. La famille ne se fait pas par le sang, elle se fait par l'amour. Leur histoire commença dans le chagrin, passa par la guérison et aboutit à l'amour. Et depuis leur maison, cet amour s'est tranquillement répandu, rappelant au monde que là où il y a de l'amour, il y a un foyer. Alors, au final, qu'est-ce qui fait sourire un enfant? Ce ne sont pas les jouets coûteux, ni les grandes maisons, ni les vacances de luxe, mais l'amour, les cadeaux, un câlin chaleureux, un regard attentif, un cœur qui se soucie vraiment. David s'était trompé. Après le décès de Caroline, il avait essayé de combler le silence avec des choses matérielles. De nouveaux jouets, des cours supplémentaires, des nounous soigneusement sélectionnés. Il pensait que si tout semblait parfait, la douleur disparaîtrait. Mais ce dont ses enfants avaient besoin, ce n'était pas une solution. Ils avaient besoin de quelqu'un qui resterait, quelqu'un d'assez calme pour entendre leur silence, d'assez doux pour contenir leur tristesse, d'assez réel pour les rassurer, quelqu'un qui n'était pas un expert. Elle n'avait ni diplôme ni titre impressionnant. C'était Rosa, la femme discrète qui était venue faire le ménage et qui était restée pour les aider à guérir. Avec beaucoup de patience, elle ne se contentait pas d'essuyer la poussière. Elle effaçait la douleur. Elle ne se contentait pas de remplir l'espace. Elle lui redonnait vie. David a enfin compris. Les miracles ne viennent pas toujours d'où on les attend. Pas des manuels, pas des professionnels, pas des grands conseils. Parfois, ils viennent de la personne que vous avez croisée. Celle qui fait son travail avec amour. Celle qui entre dans votre monde, non pas pour tout réparer, mais simplement pour être là. Et c'est cette présence qui nous sauve. Si vous attendez un miracle, ne cherchez pas trop loin. Il est peut-être juste à côté de vous, vêtu d'un tablier, tenant un balai à franges et portant un cœur assez grand pour guérir le vôtre.